20 ans après, partie 11. Chapitre 39. La lettre de Charles Ier. Maintenant, il faut que le lecteur franchisse avec nous la Seine et nous suive jusqu'à la porte du couvent des Carmélites de la rue Saint-Jacques. Il est 11 heures du matin et les pieuses sœurs viennent de dire une messe pour le succès des armes de Charles Ier. En sortant de l'église, une femme et une jeune fille vêtues de noir, l'une comme une veuve, l'autre comme une orpheline, sont rentrées dans leur cellule. La femme s'est agenouillée sur un prie-dieu de bois peint, et à quelques pas d'elle, la jeune fille, appuyée sur une chaise, se tient debout et pleure. La femme a dû être belle, mais on voit que ses larmes l'ont vieillie. La jeune fille est charmante, et ses pleurs l'embellissent encore. La femme paraît avoir 40 ans. La jeune fille en a 14. « Mon Dieu, disait la suppliante agenouillée, conservez mon époux, conservez mon fils, et prenez ma vie si triste et si misérable. Mon Dieu, disait la jeune fille, conservez-moi ma mère. Votre mère ne peut plus rien pour vous en ce monde, Henriette, dit en se retournant la femme affligée qui priait. Votre mère n'a plus ni trône, ni époux, ni fils, ni argent, ni amis. Votre mère, ma pauvre enfant, est abandonnée de tout l'univers. Et la femme, se renversant au bras de sa fille qui se précipitait pour la soutenir, se laissa aller elle-même aux sanglots. « Ma mère, prenez courage, dit la jeune fille. « Ah, les rois sont malheureux cette année, dit la mère en posant sa tête sur l'épaule de l'enfant. Et personne ne songe à nous dans ce pays, car chacun songe à ses propres affaires. Tant que votre frère a été avec nous, il m'a soutenue. Mais votre frère est parti. Il est à présent sans pouvoir donner de ses nouvelles à moi ni à son père. J'ai engagé mes derniers bijoux, vendu toutes mes hardes et les vôtres pour payer les gages de ses serviteurs, qui refusaient de l'accompagner si je n'eusse fait ce sacrifice. Maintenant, nous en sommes réduites de vivre aux dépens des filles du Seigneur. Nous sommes des pauvres secourus par Dieu. Mais pourquoi ne vous adressez-vous pas à la reine, votre sœur ? Demanda la jeune fille. Hélas, dit l'affligée, la reine, ma sœur, n'est plus reine, mon enfant, et c'est un autre qui règne en son nom. Un jour, vous pourrez comprendre cela. Eh bien, alors, au roi, votre neveu, voulez-vous que je lui parle ? Vous savez comme il m'aime, ma mère. Hélas, le roi, mon neveu, n'est pas encore roi, et lui-même, vous le savez bien, la porte nous l'a dit 20 fois, lui-même manque de tout. Alors adressons-nous à Dieu, dit la jeune fille, et elle s'agenouilla près de sa mère. Ces deux femmes qui priaient ainsi au même prie-dieu, c'étaient la fille et la petite-fille de Henri IV, la femme et la fille de Charles Ier. Elles achevaient leur double prière lorsqu'une religieuse gratta doucement à la porte de la cellule. « Entrez, ma sœur, » dit la plus âgée des deux femmes en essuyant ses pleurs et en se relevant. La religieuse entr'ouvrit respectueusement la porte. « Que votre majesté veuille bien m'excuser si je trouble ses méditations, » dit-elle. « Mais il y a au parloir un seigneur étranger qui arrive d'Angleterre et qui demande l'honneur de présenter une lettre à votre majesté. »« Oh, une lettre ? Une lettre du roi peut-être ? Des nouvelles de votre père, sans doute. Entendez-vous, Henriette ? » ?»« Oui, madame, j'entends et j'espère. »« Et quel est ce seigneur, dites ? » ?»« Un gentilhomme de 45 à 50 ans. »« Son nom ? A-t-il dit son nom ? » ?»« Milord de Winter. »« Milord de Winter ?» s'écria la reine. « L'ami de mon époux. Et faites entrer. » Et la reine courut au-devant du messager, dont elle saisit la main avec empressement. Lord de Winter, en entrant dans la cellule, s'agenouilla et présenta à la reine une lettre roulée dans un étui d'or. « Ah, milord, dit la reine, vous nous apportez 3 choses que nous n'avions pas vues depuis bien longtemps. De l'or, un ami dévoué et une lettre du roi notre époux et maître. » De Winter salua de nouveau, mais il ne put répondre, tant il était profondément ému. « Milord, dit la reine, montrant la lettre,
Vous comprenez que je suis pressée de savoir ce que contient ce papier. Je me retire, madame, dit de Winter. Non, restez, dit la reine. Nous lirons devant vous. Ne comprenez-vous pas que j'ai 1000 questions à vous faire? De Winter recula de quelques pas et demeura debout en silence. La mère et la fille, de leur côté, s'étaient retirées dans l'embrasure d'une fenêtre et lisaient avidement, la fille appuyée au bras de la mère, la lettre suivante. Madame et chère épouse, nous voici arrivés au terme. Toutes les ressources que Dieu m'a laissées sont concentrées en ce camp de Naseby, d'où je vous écris à la hâte. Là, j'attends l'armée de mes sujets rebelles, et je vais lutter une dernière fois contre eux. Vainqueur, j'éternise la lutte. Vaincu, je suis perdu complètement. Je veux, dans ce dernier cas, hélas, quand on en est où nous en sommes, il faut tout prévoir, je veux essayer de gagner les côtes de France. Mais voudra-t-on y recevoir un roi malheureux qui apportera un si funeste exemple dans un pays déjà soulevé par les discordes civiles? Votre sagesse et votre affection me serviront de guide. Le porteur de cette lettre vous dira, madame, ce que je ne puis confier au risque d'un accident. Il vous expliquera quelle démarche j'attends de vous. Je le charge aussi de ma bénédiction pour mes enfants et de tous les sentiments de mon cœur pour vous, madame et chère épouse. La lettre était signée, au lieu de Charles, roi, Charles, encore roi. Cette triste lecture, dont de Winter suivait les impressions sur le visage de la reine, amena cependant dans ses yeux un éclair d'espérance. « Qu'il ne soit plus roi !» s'écria-t-elle. « Qu'il soit vaincu, exilé, proscrit, mais qu'il vive ! Hélas, le trône est un poste trop périlleux, aujourd'hui, pour que je désire qu'il y reste. »« Mais dites-moi, milord, continua la reine, ne me cachez rien. Où en est le roi? Sa position est-elle donc aussi désespérée qu'il le pense? » ?»« Hélas, madame, plus désespérée qu'il ne le pense lui-même. Sa majesté a le cœur si bon qu'elle ne comprend pas la haine, si loyale qu'elle ne devine pas la trahison. L'Angleterre est atteinte d'un esprit de vertige qui, j'en ai bien peur, ne s'éteindra que dans le sang. »« Mais, lord Montrose, répondit la reine, j'avais entendu parler de grands et rapides succès, de batailles gagnées à Inverlochy, à Auldearn, à Alford et à Kilsyth. J'avais entendu dire qu'il marchait à la frontière pour se joindre à son roi. »« Oui, madame, mais à la frontière, il a rencontré Lesley. Il avait lassé la victoire à force d'entreprises surhumaines. La victoire l'a abandonné. Montrose, battu à Philip Howe, a été forcé de congédier les restes de son armée et de fuir déguisé en laquais. Il est à Bergen, en Norvège. »« Dieu le garde, dit la reine. C'est au moins une consolation de savoir que ceux qui ont tant de fois risqué leur vie pour nous sont en sûreté. Et maintenant, milord, que je vois la position du roi telle qu'elle est, c'est-à-dire désespérée, dites-moi ce que vous avez à me dire de la part de mon royal époux. »« Eh bien, madame, dit de Winter, le roi désire que vous tâchiez de pénétrer les dispositions du roi et de la reine à son égard. »« Hélas, vous le savez, répondit la reine, le roi n'est encore qu'un enfant, et la reine est une femme, bien faible même. C'est monsieur de Mazarin qui est tout. » Voudrait-il donc jouer en France le rôle que Cromwell joue en Angleterre? Oh non, c'est un Italien souple et rusé, qui peut-être rêve le crime, mais n'osera jamais le commettre. Et, tout au contraire de Cromwell, qui dispose des 2 chambres, Mazarin n'a pour appui que la reine dans sa lutte avec le Parlement. Raison de plus, alors, pour qu'il protège un roi que les parlements poursuivent. La reine hocha la tête avec amertume. « Si j'en juge par moi-même, milord, dit-elle, le cardinal ne fera rien, ou peut-être même sera contre nous. Ma présence et celle de ma fille en France lui pèsent déjà. À plus forte raison, celle du roi. »« Milord, ajouta Henriette en souriant avec mélancolie, c'est triste et presque honteux à dire, mais nous avons passé l'hiver au Louvre sans argent, sans linge,
presque sans pain et souvent ne nous levant pas, faute de feu. « Horreur !» s'écria de Winter. « La fille de Henri IV, la femme du roi Charles ! Que ne vous adressiez-vous donc, madame, au premier venu de nous ?» Voilà l'hospitalité que donne à une reine le ministre auquel un roi veut la demander. Mais j'avais entendu parler d'un mariage entre monseigneur le prince de Galles et mademoiselle d'Orléans, dit de Winter. Oui, j'en ai eu un instant l'espoir. Les enfants s'aimaient. Mais la reine, qui avait d'abord donné les mains à cet amour, a changé d'avis. Mais monsieur le duc d'Orléans, qui avait encouragé le commencement de leur familiarité, a défendu à sa fille de songer davantage à cette union. « Ah, milord, continua la reine, sans songer même à essuyer ses larmes, mieux vaut combattre comme a fait le roi, et mourir comme il va faire peut-être, que de vivre en mendiant comme je le fais. »« Du courage, madame, dit de Winter, du courage. Ne désespérez pas. Les intérêts de la couronne de France, si ébranlés en ce moment, sont de combattre la rébellion chez le peuple le plus voisin. Mazarin est homme d'État et il comprendra cette nécessité. »« Mais êtes-vous sûr, dit la reine d'un air de doute, que vous ne soyez pas prévenu ?»« Par qui ?» demanda de Winter. « Mais par les Joyce, par les Pride, par les Cromwell. »« Par un tailleur ? Par un charretier, par un brasseur ? Ah, je l'espère, madame. Le cardinal n'entrerait pas en alliance avec de pareils hommes. »« Et qu'est-il lui-même » demanda madame Henriette. « Mais pour l'honneur du roi, pour celui de la reine. »« Allons, espérons qu'il fera quelque chose pour cet honneur, » dit madame Henriette. « Un ami possède une si bonne éloquence, milord, que vous me rassurez. Donnez-moi donc la main et allons chez le ministre. »« Madame, dit de Winter en s'inclinant, je suis confus de cet honneur. »« Mais enfin, s'il refusait, dit madame Henriette s'arrêtant, et que le roi perdit la bataille. Sa majesté alors se réfugierait en Hollande, où j'ai entendu dire qu'était monseigneur le prince de Galles. Et sa majesté pourrait-elle compter pour sa fuite sur beaucoup de serviteurs comme vous ? Hélas, non, madame, dit de Winter, mais le cas est prévu, et je viens chercher des alliés en France. Des alliés, dit la reine en secouant la tête. Madame, répondit de Winter, que je retrouve d'anciens amis que j'ai eus autrefois, et je réponds de tout. Allons donc, milord, dit la reine, avec ce doute poignant des gens qui ont été longtemps malheureux. Allons donc, et que Dieu vous entende. La reine monta dans sa voiture, et de Winter, à cheval, suivi de 2 laquais, l'accompagna à la portière. Chapitre 40. La lettre de Cromwell. Au moment où madame Henriette quittait les Carmélites pour se rendre au palais royal, un cavalier descendait de cheval à la porte de cette demeure royale et annonçait aux gardes qu'il avait quelque chose de conséquence à dire au cardinal Mazarin. Bien que le cardinal eût souvent peur, comme il avait encore plus souvent besoin d'avis et de renseignements, il était assez accessible. Ce n'était point à la première porte qu'on trouvait la difficulté véritable. La seconde même se franchissait assez facilement, mais à la troisième veillait, outre le garde et les huissiers, le fidèle Bernoin, cerbère qu'aucune parole ne pouvait fléchir, qu'aucun rameau, fût-il d'or, ne pouvait charmer. C'était donc à la troisième porte que celui qui sollicitait ou réclamait une audience devait subir un interrogatoire formel. Le cavalier, ayant laissé son cheval attaché aux grilles de la cour, monta le grand escalier et s'adressant aux gardes dans la première salle, « Monsieur le cardinal Mazarin, dit-il. »« Passez, répondirent les gardes sans lever le nez, les uns de dessus leurs cartes et les autres de dessus leurs dés, enchantés d'ailleurs de faire comprendre que ce n'était pas à eux de remplir l'office de laquais. Le cavalier entra dans la seconde salle. Celle-ci était gardée par les mousquetaires et les huissiers. Le cavalier répéta sa demande. « Avez-vous une lettre d'audience » demanda un huissier, s'avançant au-devant du solliciteur. «
J'en ai une, mais pas du cardinal Mazarin. Entrez et demandez monsieur Bernoin, dit l'huissier, et il ouvrit la porte de la 3e chambre. Soit par hasard, soit qu'il se tint à son poste habituel, Bernoin était debout derrière cette porte et avait tout entendu. « C'est moi, monsieur, que vous cherchez, dit-il. De qui est la lettre que vous apportez à son éminence ? Du général Olivier Cromwell, dit le nouveau venu. Veuillez dire ce nom à son éminence, et venir rapporter s'il peut me recevoir, oui ou non. Et il se tint debout dans l'attitude sombre et fière qui était particulière aux puritains. Bernoin, après avoir promené sur toute la personne du jeune homme un regard inquisiteur, rentra dans le cabinet du cardinal, auquel il transmit les paroles du messager. « Un homme porteur d'une lettre d'Olivier Cromwell, dit Mazarin. Et quelle espèce d'homme ? Un vrai Anglais, monseigneur. Cheveux blonds roux, plutôt roux que blonds. Œil gris-bleu, plutôt gris que bleu. Pour le reste, orgueil et raideur. Qu'il donne sa lettre. Monseigneur demande la lettre, dit Bernoin en repassant du cabinet dans l'antichambre. Monseigneur ne verra pas la lettre sans le porteur, répondit le jeune homme. Mais pour vous convaincre que je suis réellement porteur d'une lettre, regardez, la voici. Bernoin regarda le cachet, et, voyant que la lettre venait véritablement du général Olivier Cromwell, il s'apprêta à retourner près de Mazarin. « Ajoutez, dit le jeune homme, que je suis non pas un simple messager, mais un envoyé extraordinaire. » Bernoin, rentrant dans le cabinet, et sortant après quelques secondes. « Entrez, monsieur, dit-il, en tenant la porte ouverte. » Mazarin avait eu besoin de toutes ces allées et venues pour se remettre de l'émotion que lui avait causée l'annonce de cette lettre, mais quelque perspicace que fût son esprit, il cherchait en vain quel motif avait pu porter Cromwell à entrer avec lui en communication. Le jeune homme parut sur le seuil de son cabinet. Il tenait son chapeau d'une main et la lettre de l'autre. Mazarin se leva. « Vous avez, monsieur, dit-il, une lettre de créance pour moi ? » « La voici, monseigneur, dit le jeune homme. Mazarin prit la lettre, la décacheta et lut. « Monsieur Mordaunt, un de mes secrétaires, remettra cette lettre d'introduction à son éminence le cardinal Mazarini, à Paris. Il est porteur, en outre, pour son éminence, d'une seconde lettre confidentielle. Olivier Cromwell. »« Fort bien, monsieur Mordaunt, dit Mazarin. Donnez-moi cette seconde lettre et asseyez-vous. » Le jeune homme tira de sa poche une seconde lettre, la donna au cardinal et s'assit. Cependant, tout à ses réflexions, le cardinal avait pris la lettre et, sans la décacheter, la tournait et la retournait dans sa main. Mais pour donner le change au messager, il se mit à l'interroger selon son habitude, et convaincu qu'il était, par l'expérience, que peu d'hommes parvenaient à lui cacher quelque chose lorsqu'il interrogeait et regardait à la fois. « Vous êtes bien jeune, monsieur Mordaunt, pour ce rude métier d'ambassadeur où échouent parfois les plus vieux diplomates. »« Monseigneur, j'ai 23 ans, mais votre éminence se trompe en me disant que je suis jeune. J'ai plus d'âge qu'elle, quoique je n'ai point sa sagesse. »« Comment cela, monsieur ? » dit Mazarin. « Je ne vous comprends pas. »« Je dis, monseigneur, que les années de souffrance comptent double, et que depuis 20 ans je souffre. »« Ah oui, je comprends, dit Mazarin. Défaut de fortune. Vous êtes pauvre, n'est-ce pas ? » Puis il ajouta en lui-même. Ces révolutionnaires anglais sont tous des gueux et des manants. Monseigneur, je devais avoir un jour une fortune de 6 millions, mais on me l'a prise. Vous n'êtes donc pas un homme du peuple ? Dit Mazarin, étonné. Si je portais mon titre, je serais lord. Si je portais mon nom, vous eussiez entendu un des noms les plus illustres de l'Angleterre. Comment vous appelez-vous donc ? Demanda Mazarin. Je m'appelle monsieur Mordaunt, dit le jeune homme en s'inclinant. Mazarin comprit que l'envoyé de Cromwell désirait garder son incognito. Il se tut un instant, mais pendant cet instant,
Il le regarda avec une attention plus grande encore qu'il n'avait fait la première fois. Le jeune homme était impassible. « Au diable, ces puritains !» dit tout bas Mazarin. « Ils sont taillés dans le marbre. » Et tout haut, « Mais il vous reste des parents ?» dit-il. « Il m'en reste un, oui, monseigneur. »« Alors, il vous aide. » Je me suis présenté 3 fois pour implorer son appui, et 3 fois il m'a fait chasser par ses valets. « Oh, mon Dieu, mon cher monsieur Mordaunt !» dit Mazarin, espérant faire tomber le jeune homme dans quelque piège par sa fausse pitié. « Mon Dieu, que votre récit m'intéresse donc. Vous ne connaissez donc pas votre naissance ? » Je ne la connais que depuis peu de temps. Et jusqu'au moment où vous l'avez connue, je me considérais comme un enfant abandonné. Alors, vous n'avez jamais vu votre mère ? Si fait, monseigneur. Quand j'étais enfant, elle vint 3 fois chez ma nourrice. Je me rappelle la dernière fois qu'elle vint comme si c'était aujourd'hui. Vous avez bonne mémoire, dit Mazarin. Oh oui, monseigneur, dit le jeune homme, avec un si singulier accent que le cardinal sentit un frisson lui courir par les veines. Et qui vous élevait ? Demanda Mazarin. Une nourrice française, qui me renvoya quand j'eus 5 ans, parce que personne ne la payait plus, en me nommant ce parent dont souvent ma mère lui avait parlé. Que devîntes-vous ? Comme je pleurais et mendiais sur les grands chemins, un ministre de Kingston me recueillit, m'instruisit dans la religion calviniste, me donna toute la science qu'il avait lui-même, et m'aida dans les recherches que je fis de ma famille. Et ces recherches furent infructueuses. Le hasard fit tout. Vous découvrîtes ce qu'était devenue votre mère. J'appris qu'elle avait été assassinée par ce parent aidé de 4 de ses amis. Mais je savais déjà que j'avais été dégradé de la noblesse et dépouillé de tous mes biens par le roi Charles Ier. Ah, je comprends maintenant pourquoi vous servez M. Cromwell. Vous haïssez le roi. Oui, monseigneur, je le hais, dit le jeune homme. Mazarin vit avec étonnement l'expression diabolique avec laquelle le jeune homme prononça ces paroles. Comme les visages ordinaires se colorent de sang, son visage à lui se colora de fiel et devint livide. « Votre histoire est terrible, monsieur Mordaunt, et me touche vivement. Mais, par bonheur pour vous, vous servez un maître tout-puissant. Il doit vous aider dans vos recherches. Nous avons tant de renseignements, nous autres. Monseigneur, à un bon chien de race, il ne faut montrer que le bout d'une piste pour qu'il arrive sûrement à l'autre bout. Mais ce parent dont vous m'avez entretenu, voulez-vous que je lui parle ? Dit Mazarin, qui tenait à se faire un ami près de Cromwell. Merci, monseigneur, je lui parlerai moi-même. Mais ne m'avez-vous pas dit qu'il vous maltraitait ? Il me traitera mieux la première fois que je le verrai. Vous avez donc un moyen de l'attendrir ? J'ai un moyen de me faire craindre. Mazarin regardait le jeune homme, mais à l'éclair qui jaillit de ses yeux, il baissa la tête, et, embarrassé de continuer une semblable conversation, il ouvrit la lettre de Cromwell. Peu à peu, les yeux du jeune homme redevinrent ternes et vitreux comme d'habitude, et il tomba dans une rêverie profonde. Après avoir lu les premières lignes, Mazarin se hasarda à regarder en dessous si Mordaunt n'épiait pas sa physionomie, et remarquant son indifférence, « Faites donc faire vos affaires, dit-il en haussant imperceptiblement les épaules, par des gens qui font en même temps les leurs. Voyons ce que veut cette lettre. » Nous la reproduisons textuellement. À son éminence, monseigneur le cardinal Mazarini. J'ai voulu, monseigneur, connaître vos intentions au sujet des affaires présentes de l'Angleterre. Les 2 royaumes sont trop voisins pour que la France ne s'occupe pas de notre situation comme nous nous occupons de celle de la France. Les Anglais sont presque tous unanimes pour combattre la tyrannie du roi Charles et de ses partisans. Placé à la tête de ce mouvement par la confiance publique, j'en apprécie mieux que personne la nature et les conséquences. Aujourd'hui, je fais la guerre et je vais livrer au roi Charles une bataille décisive. Je la gagnerai car l'espoir de la nation et l'esprit du Seigneur sont avec moi. Cette bataille gagnée, le roi n'a plus de ressources en Angleterre, ni en Écosse, et s'il n'est pas pris ou tué, il va essayer de passer en France pour recruter des soldats et se refaire des armes et de l'argent.
Déjà, la France a reçu la reine Henriette et, involontairement, sans doute, a entretenu un foyer de guerre civile inextinguible dans mon pays. Mais Madame Henriette est fille de France, et l'hospitalité de la France lui était due. Quant au roi Charles, la question change de face. En le recevant et en le secourant, la France improuverait les actes du peuple anglais et nuirait si essentiellement à l'Angleterre et surtout à la marche du gouvernement qu'elle compte se donner, qu'un pareil état équivaudrait à des hostilités flagrantes. À ce moment, Mazarin, fort inquiet de la tournure que prenait la lettre, cessa de lire de nouveau et regarda le jeune homme en dessous. Il rêvait toujours. Mazarin continua. « Il est donc urgent, monseigneur, que je sache à quoi m'en tenir sur les vues de la France. Les intérêts de ce royaume et ceux de l'Angleterre, quoique dirigés en sens inverse, se rapprochent cependant plus qu'on ne saurait le croire. L'Angleterre a besoin de tranquillité intérieure pour consommer l'expulsion de son roi. La France a besoin de cette tranquillité pour consolider le trône de son jeune monarque. Vous avez autant que nous besoin de cette paix intérieure à laquelle nous touchons, nous, grâce à l'énergie de notre gouvernement. Vos querelles avec le Parlement, vos dissensions bruyantes avec les princes qui aujourd'hui combattent pour vous et demain combattront contre vous, la ténacité populaire dirigée par le coadjuteur, le président Blancmesnil et le conseiller Broussel, tout ce désordre enfin qui parcourt les différents degrés de l'État doit vous faire envisager avec inquiétude l'éventualité d'une guerre étrangère. Car alors l'Angleterre, surexcitée par l'enthousiasme des idées nouvelles, s'allierait avec l'Espagne qui déjà convoite cette alliance. J'ai donc pensé, monseigneur, connaissant votre prudence et la position toute personnelle que les événements vous font aujourd'hui, j'ai pensé que vous aimeriez mieux concentrer vos forces dans l'intérieur du royaume de France et abandonner aux siennes le gouvernement nouveau de l'Angleterre. Cette neutralité consiste seulement à éloigner le roi Charles du territoire de France et à ne secourir ni par armes, ni par argent, ni par troupes ce roi entièrement étranger à votre pays. Ma lettre est donc toute confidentielle, et c'est pour cela que je vous l'envoie par un homme de mon intime confiance. Elle précédera par un sentiment que votre éminence appréciera, les mesures que je prendrai d'après les événements. Olivier Cromwell a pensé qu'il ferait mieux entendre la raison à un esprit intelligent comme celui de Mazarini qu'à une reine admirable de fermeté sans doute, mais trop soumise aux vains préjugés de la naissance et du pouvoir divin. Adieu, monseigneur. Si je n'ai pas de réponse dans 15 jours, je regarderai ma lettre comme non avenue. Olivier Cromwell. Monsieur Mordaunt, dit le cardinal en élevant la voix comme pour éveiller le songeur, ma réponse à cette lettre sera d'autant plus satisfaisante pour le général Cromwell que je serai plus sûr qu'on ignorera que je la lui aurais faite. Allez donc l'attendre à Boulogne-sur-Mer et promettez-moi de partir demain matin. Je vous le promets, monseigneur, répondit Mordaunt. Mais combien de jours votre éminence me fera-t-elle attendre cette réponse? Si vous ne l'avez pas reçue dans 10 jours, vous pouvez partir. Mordaunt s'inclina. Ce n'est pas tout, monsieur, continua Mazarin. Vos aventures particulières m'ont vivement touché. En outre, la lettre de M. Cromwell vous rend important à mes yeux comme ambassadeur. Voyons, je vous le répète, dites-moi, que puis-je faire pour vous? Mordaunt réfléchit un instant, et, après une véritable hésitation, il allait ouvrir la bouche pour parler, quand Bernoin entra précipitamment, se pencha vers l'oreille du cardinal et lui parla tout bas. « Monseigneur, lui dit-il, la reine Henriette, accompagnée d'un gentilhomme anglais, entre en ce moment au palais royal. » Mazarin fit sur sa chaise un bond qui n'échappa point au jeune homme et réprima la confidence qu'il allait sans doute faire. « Monsieur, dit le cardinal, vous avez entendu, n'est-ce pas? Je vous fixe Boulogne, parce que je pense que toute ville de France vous est indifférente. Si vous en préférez une autre, nommez-la, mais vous concevez facilement qu'entouré comme je le suis d'influences auxquelles je n'échappe qu'à force de discrétion, je désire qu'on ignore votre présence à Paris.
Je partirai, monsieur, dit Mordaunt, en faisant quelques pas vers la porte par laquelle il était entré. Non, point par là, monsieur, je vous prie, s'écria vivement le cardinal. Veuillez passer par cette galerie d'où vous gagnerez le vestibule. Je désire qu'on ne vous voie pas sortir. Notre entrevue doit être secrète. Mordaunt suivit Bernoin, qui le fit passer dans une salle voisine et le remit à un huissier en lui indiquant une porte de sortie. Puis il revint à la hâte vers son maître pour introduire près de lui la reine Henriette, qui traversait déjà la galerie vitrée. Chapitre 41. Mazarin et madame Henriette. Le cardinal se leva et alla recevoir en hâte la reine d'Angleterre. Il la joignit au milieu de la galerie qui précédait son cabinet. Il témoignait d'autant plus de respect à cette reine, sans suite et sans parure, qu'il sentait lui-même qu'il avait bien quelques reproches à se faire sur son avarice et son manque de cœur. Mais les suppliants savent contraindre leur visage à prendre toutes les expressions, et la fille de Henri IV souriait en venant au-devant de celui qu'elle haïssait et méprisait. « Ah !» se dit à lui-même Mazarin, « quel doux visage ! Viendrait-elle pour m'emprunter de l'argent ?» Et il jeta un regard inquiet sur le panneau de son coffre-fort. Il tourna même en dedans le chaton du diamant magnifique dont l'éclat attirait les yeux sur sa main, qu'il avait d'ailleurs blanche et belle. Malheureusement, cette bague n'avait pas la vertu de celle de Gygès, qui rendait son maître invisible lorsqu'il faisait ce que venait de faire Mazarin. Or, Mazarin eût bien désiré être invisible en ce moment, car il devinait que madame Henriette venait lui demander quelque chose. Du moment où une reine qu'il avait traitée ainsi apparaissait avec le sourire sur les lèvres, au lieu d'avoir la menace sur la bouche, elle venait en suppliante. « Monsieur le cardinal, » dit l'auguste visiteuse, « j'avais d'abord eu l'idée de parler de l'affaire qui m'amène avec la reine ma sœur, mais j'ai réfléchi que les choses politiques regardent avant tout les hommes. »« Madame, » dit Mazarin, « croyez que votre majesté me confond avec cette distinction flatteuse. »« Il est bien gracieux, » pensa la reine. « M'aurait-il donc deviné ?» On était arrivé au cabinet du cardinal. Il fit asseoir la reine, et lorsqu'elle fut accommodée dans son fauteuil, « Donnez, dit-il, vos ordres aux plus respectueux de vos visiteurs. »« Hélas, monsieur, répondit la reine, j'ai perdu l'habitude de donner des ordres, et pris celle de faire des prières. Je viens vous prier, trop heureuse si ma prière est exaucée par vous. »« Je vous écoute, madame, dit Mazarin. »« Monsieur le cardinal, il s'agit de la guerre que le roi mon mari soutient contre ses sujets rebelles. Vous ignorez peut-être qu'on se bat en Angleterre, dit la reine avec un sourire triste, et que dans peu l'on se battra d'une façon bien plus décisive encore qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. »« Je l'ignore complètement, madame, dit le cardinal en accompagnant ses paroles d'un léger mouvement d'épaules. Hélas, nos guerres à nous absorbent le temps et l'esprit d'un pauvre ministre incapable et infirme comme je le suis. »« Eh bien, monsieur le cardinal, dit la reine, je vous apprendrai donc que Charles Ier, mon époux, est à la veille d'engager une action décisive. En cas d'échec, Mazarin fit un mouvement. « Il faut tout prévoir, continua la reine. En cas d'échec, il désire se retirer en France et y vivre comme un simple particulier. Que dites-vous de ce projet ?» Le cardinal avait écouté sans qu'une fibre de son visage trahît l'impression qu'il éprouvait. En écoutant, son sourire resta ce qu'il était toujours, faux et câlin, et quand la reine eut fini, « Croyez-vous, madame, dit-il de sa voix la plus soyeuse, que la France, toute agitée et toute bouillante comme elle est elle-même, soit un port bien salutaire pour un roi détrôné ? La couronne est déjà peu solide sur la tête du roi Louis XIV. Comment supporterait-il un double poids ? » « Ce poids n'a pas été bien lourd, quant à ce qui me regarde, interrompit la reine avec un douloureux sourire. Et je ne demande pas qu'on fasse plus pour mon époux qu'on a fait pour moi. Vous voyez que nous sommes des rois bien modestes, monsieur. »
Oh, vous, madame, vous, se hâta de dire le cardinal pour couper court aux explications qu'il voyait arriver. Vous, c'est autre chose, une fille de Henri IV, de ce grand, de ce sublime roi. Ce qui ne vous empêche pas de refuser l'hospitalité à son gendre, n'est-ce pas, monsieur? Vous devriez pourtant vous souvenir que ce grand, ce sublime roi, proscrit un jour, comme va l'être mon mari, a été demander du secours à l'Angleterre, et que l'Angleterre lui en a donné. Il est vrai de dire que la reine Élisabeth n'était pas sa nièce. « Peccato !» dit Mazarin, se débattant sous cette logique si simple. « Votre Majesté ne me comprend pas. Elle juge mal mes intentions, et cela sans doute parce que je m'explique mal en français. »« Parlez italien, monsieur. La reine Marie de Médicis, notre mère, nous a appris cette langue avant que le cardinal, votre prédécesseur, l'ait envoyé mourir en exil. S'il est resté quelque chose de ce grand, de ce sublime roi Henri dont vous parliez tout à l'heure, il doit bien s'étonner de cette profonde admiration pour lui, jointe à si peu de pitié pour sa famille. » La sueur coulait à grosses gouttes sur le front de Mazarin. « Cette admiration est, au contraire, si grande et si réelle, madame, dit Mazarin, sans accepter l'offre que lui faisait la reine de changer d'idiome, que, si le roi Charles Ier, que Dieu le garde de tout malheur, venait en France, je lui offrirais ma maison, ma propre maison. Mais, hélas, ce serait une retraite peu sûre. Quelque jour, le peuple brûlera cette maison comme il a brûlé celle du maréchal d'Ancre. Pauvre Concino Concini! Il ne voulait cependant que le bien de la France. « Oui, monseigneur, comme vous, » dit ironiquement la reine. Mazarin fit semblant de ne pas comprendre le double sens de la phrase qu'il avait dite lui-même, et continua de s'apitoyer sur le sort de Concino Concini. « Mais enfin, monseigneur le cardinal, » dit la reine impatientée, « que me répondez-vous ?»« Madame, » s'écria Mazarin de plus en plus attendri, « madame, votre majesté me permettrait-elle de lui donner un conseil? Bien entendu qu'avant de prendre cette hardiesse, je commence à me mettre aux pieds de votre majesté pour tout ce qui lui fera plaisir. »« Dites, monsieur, » répondit la reine, « le conseil d'un homme aussi prudent que vous doit être assurément bon. Madame, croyez-moi, le roi doit se défendre jusqu'au bout. Il l'a fait, monsieur, et cette dernière bataille qu'il va livrer avec des ressources bien inférieures à celles de ses ennemis prouve qu'il ne compte pas se rendre sans combattre. Mais enfin, dans le cas où il serait vaincu, eh bien, madame, dans ce cas, mon avis, je sais que je suis bien hardi de donner un avis à votre majesté, mais mon avis est que le roi ne doit pas quitter son royaume. On oublie vite les rois absents. S'il passe en France, sa cause est perdue. Mais alors, dit la reine, si c'est votre avis, et que vous lui portiez vraiment intérêt, envoyez-lui quelques secours d'hommes et d'argent, car moi, je ne puis plus rien pour lui. J'ai vendu, pour l'aider, jusqu'à mon dernier diamant. Il ne me reste rien, vous le savez mieux que personne, monsieur. S'il m'était resté quelques bijoux, j'en aurais acheté du bois pour me chauffer, moi et ma fille, cet hiver. « Ah, madame, dit Mazarin, votre majesté ne sait guère ce qu'elle me demande. Du jour où un secours d'étranger entre à la suite d'un roi pour le replacer sur le trône, c'est avouer qu'il n'a plus d'aide dans l'amour de ses sujets. »« Au fait, monsieur le cardinal, dit la reine impatientée de suivre cet esprit subtil dans le labyrinthe de mots où il s'égarait. « Au fait, et répondez-moi, oui ou non. Si le roi persiste à rester en Angleterre, lui enverrez-vous des secours? S'il vient en France, lui donnerez-vous l'hospitalité? » ?»« Madame, dit le cardinal en affectant la plus grande franchise, je vais montrer à votre majesté, je l'espère, combien je lui suis dévoué et le désir que j'ai de terminer une affaire qu'elle a tant à cœur. Après quoi, votre majesté, je pense, ne doutera plus de mon zèle à la servir. » La reine se mordait les lèvres et s'agitait d'impatience sur son fauteuil. « Eh bien, qu'allez-vous faire ?» dit-elle enfin. « Voyons, parlez. »« Je vais à l'instant même aller consulter la reine, et nous déférerons de suite la chose au Parlement. »
avec lequel vous êtes en guerre, n'est-ce pas? Vous chargerez Broussel d'en être rapporteur. Assez, monsieur le cardinal, assez. Je vous comprends. Ou plutôt, j'ai tort. Allez, en effet, au Parlement, car c'est de ce Parlement, ennemi des rois, que sont venus à la fille de ce grand, de ce sublime Henri IV que vous admirez tant, les seuls secours qui l'aient empêché de mourir de faim et de froid cet hiver. Et, sur ces paroles, la reine se leva avec une majestueuse indignation. Le cardinal étendit vers elle ses mains jointes. « Ah, madame, madame, que vous me connaissez mal, mon Dieu !» Mais la reine Henriette, sans même se retourner du côté de celui qui versait ses hypocrites larmes, traversa le cabinet, ouvrit la porte elle-même, et, au milieu des gardes nombreuses de son éminence, des courtisans empressés à lui faire leur cour, du luxe d'une royauté rivale, elle alla prendre la main de Winter, seule, isolée et debout. Pauvre reine déjà déchue, devant laquelle tous s'inclinaient encore par étiquette, mais qui n'avait plus, de fait, qu'un seul bras sur lequel elle pût s'appuyer. « C'est égal, dit Mazarin quand il fut seul. Cela m'a donné de la peine, et c'est un rude rôle à jouer. Mais je n'ai rien dit, ni à l'un, ni à l'autre. Le Cromwell est un rude chasseur de rois. Je plains ses ministres, s'il en prend jamais. »« Bernoin » Bernoin entra. « Qu'on voit si le jeune homme au pourpoint noir et aux cheveux courts, que vous avez tantôt introduit près de moi, est encore au palais. » Bernoin sortit. Le cardinal occupa le temps de son absence à retourner en dehors le chaton de sa bague, à en frotter le diamant, à en admirer l'eau, et comme une larme roulait encore dans ses yeux et lui rendait la vue trouble, il secoua la tête pour la faire tomber. Bernoin rentra avec Comminges, qui était de garde. « Monseigneur, dit Comminges, comme je reconduisais le jeune homme que votre éminence demande, il s'est approché de la porte vitrée de la galerie et a regardé quelque chose avec étonnement, sans doute le tableau de Raphaël, qui est vis-à-vis cette porte. Ensuite, il a rêvé un instant et a descendu l'escalier. Je crois l'avoir vu monter sur un cheval gris et sortir de la cour du palais. Mais, monseigneur, ne va-t-il point chez la reine ? » ?»« Pourquoi faire ? Monsieur de Guitaut, mon oncle, vient de me dire que sa majesté avait reçu des nouvelles de l'armée. C'est bien, j'y cours. » En ce moment, monsieur de Villequier apparut. Il venait en effet chercher le cardinal de la part de la reine. Comminges avait bien vu, et Mordaunt avait réellement agi comme il l'avait raconté. En traversant la galerie, parallèle à la grande galerie vitrée, il aperçut de Winter qui attendait que la reine eût terminé sa négociation. À cette vue, le jeune homme s'arrêta court, non point en admiration devant le tableau de Raphaël, mais comme fasciné par la vue d'un objet terrible. Ses yeux se dilatèrent, un frisson courut par tout son corps. On eût dit qu'il voulait franchir le rempart de verre qui le séparait de son ennemi. Car si Comminges avait vu avec quelle expression de haine les yeux de ce jeune homme s'étaient fixés sur de Winter, il n'eût point douté un instant que ce seigneur anglais ne fût son ennemi mortel. Mais il s'arrêta. Ce fut pour réfléchir sans doute, car au lieu de se laisser entraîner à son premier mouvement, qui avait été d'aller droit à Milord de Winter, il descendit lentement l'escalier, sortit du palais la tête baissée, se mit en selle, fit ranger son cheval à l'angle de la rue Richelieu et, les yeux fixés sur la grille, il attendit que le carrosse de la reine sortît de la cour. Il ne fut pas longtemps à attendre, car à peine la reine était-elle restée un quart d'heure chez Mazarin. Mais ce quart d'heure d'attente parut un siècle à celui qui attendait. Enfin, la lourde machine qu'on appelait alors un carrosse sortit, en grondant des grilles, et de Winter, toujours à cheval, se pencha de nouveau à la portière pour causer avec sa majesté. Les chevaux partirent au trot et prirent le chemin du Louvre, où ils entrèrent. Avant de partir du couvent des Carmélites, madame Henriette avait dit à sa fille de venir l'attendre au palais qu'elle avait habité longtemps et qu'elle n'avait quitté que parce que leur misère leur semblait plus lourde encore dans les salles dorées. Mordaunt suivit la voiture, et lorsqu'il l'eut vue entrer sous l'arcade sombre, il alla, lui et son cheval, s'appliquer contre une muraille sur laquelle l'ombre s'étendait, et demeura immobile
au milieu des moulures de Jean Goujon, pareil à un bas-relief représentant une statue équestre. Il attendait comme il avait déjà fait au Palais Royal. Chapitre 42. Comment les malheureux prennent parfois le hasard pour la providence. « Eh bien, madame, dit de Winter quand la reine eut éloigné ses visiteurs. « Eh bien, ce que j'avais prévu arrive, milord. »« Il refuse ?»« Ne vous l'avais-je pas dit d'avance ? Le cardinal refuse de recevoir le roi, la France refuse l'hospitalité à un prince malheureux. Mais c'est la première fois, madame. »« Je n'ai pas dit la France, milord. J'ai dit le cardinal. »« Et le cardinal n'est pas même français. »« Mais la reine, l'avez-vous vue ? » ?»« Inutile, dit madame Henriette en secouant la tête tristement. Ce n'est pas la reine qui dira jamais oui quand le cardinal a dit non. Ignorez-vous que cet Italien mène tout, au dedans comme au dehors ? Il y a plus, et j'en reviens à ce que je vous ai dit. Je ne serais pas étonnée que nous eussions été prévenus par Cromwell. Il était embarrassé en me parlant, et cependant ferme dans sa volonté de refuser. Puis, avez-vous remarqué cette agitation au Palais Royal, ces allées, ces venues de gens affairés ? Aurait-il reçu quelque nouvelle, milord ? Ce n'est point d'Angleterre, madame. J'ai fait si grande diligence que je suis sûre de n'avoir point été prévenu. Je suis parti il y a 3 jours. J'ai passé par miracle au milieu de l'armée puritaine. J'ai pris la poste avec mon laquais Tony, et les chevaux que nous montons, nous les avons achetés à Paris. D'ailleurs, avant de rien risquer, le roi, j'en suis sûre, attendra la réponse de votre majesté. « Vous lui rapporterez, milord, reprit la reine au désespoir, que je ne puis rien, que j'ai souffert autant que lui, plus que lui, obligée que je suis de manger le pain de l'exil et de demander l'hospitalité à de faux amis qui rient de mes larmes, et que, quant à sa personne royale, il faut qu'il se sacrifie généreusement et meure en roi. J'irai mourir à ses côtés. »« Madame, madame !» s'écria de Winter. « Votre majesté s'abandonne au découragement. Et peut-être nous reste-t-il encore quelque espoir. »« Plus d'amis, milord, plus d'amis dans le monde entier que vous. Oh mon Dieu, mon Dieu !» s'écria madame Henriette en levant les bras au ciel. « Avez-vous donc repris tous les cœurs généreux qui existaient sur la terre ?»« J'espère que non, madame, » répondit de Winter rêveur. « Je vous ai parlé de 4 hommes. » « Que voulez-vous faire avec 4 hommes ? 4 hommes dévoués. 4 hommes résolus à mourir. Peuvent beaucoup, croyez-moi, madame. Et ceux dont je vous parle ont beaucoup fait dans un temps. »« Et ces 4 hommes, où sont-ils ? » ?»« Ah, voilà ce que j'ignore. Depuis près de 20 ans, je les ai perdus de vue. Et cependant, dans toutes les occasions où j'ai vu le roi en péril, j'ai songé à eux. »« Et ces hommes étaient vos amis ? » L'un d'eux a tenu ma vie entre ses mains et me l'a rendue. Je ne sais pas s'il est resté mon ami, mais depuis ce temps, au moins, moi, je suis demeuré le sien. Et ces hommes sont en France, milord ? Je le crois. Dites leur nom. Peut-être les ai-je entendus nommer, et pourrais-je vous aider dans votre recherche ? L'un d'eux se nommait le chevalier d'Artagnan. Oh, milord, si je ne me trompe, ce chevalier d'Artagnan est lieutenant aux gardes. J'ai entendu prononcer son nom, mais faites-y attention. Cet homme, j'en ai peur, est tout au cardinal. En ce cas, ce serait un dernier malheur, dit de Winter, et je commencerai à croire que nous sommes véritablement maudits. Mais les autres, dit la reine, qui s'accrochait à ce dernier espoir comme un naufragé au débris de son vaisseau. Les autres, milord. Le second, j'ai entendu son nom par hasard, car avant de se battre contre nous, ces 4 gentilshommes nous avaient dit leur nom. Le second s'appelait le comte de la Fère. Quant aux 2 autres, l'habitude que j'avais de les appeler de noms empruntés m'a fait oublier leur nom véritable. « Oh mon Dieu, il serait pourtant bien urgent de les retrouver, » dit la reine, « puisque vous pensez que ces dignes gentilshommes pourraient être si utiles au roi. »« Oh oui, » dit de Winter, « car ce sont les mêmes. Écoutez bien ceci, madame, et rappelez tous vos souvenirs.
N'avez-vous pas entendu raconter que la reine Anne d'Autriche avait été autrefois sauvée du plus grand danger que jamais reine ait couru? Oui, lors de ses amours avec monsieur de Buckingham. Et je ne sais à propos de quel ferret de diamants. Eh bien, c'est cela, madame. Ces hommes, ce sont ceux qui la sauvèrent. Et je souris de pitié en songeant que si les noms de ces gentilshommes ne vous sont pas connus, c'est que la reine les a oubliés, tandis qu'elle aurait dû les faire les premiers seigneurs du royaume. Eh bien, milord, il faut les chercher. Mais que pourront faire 4 hommes, ou plutôt 3 hommes? Car je vous le dis, il ne faut pas compter sur monsieur d'Artagnan. Ce serait une vaillante épée de moins, madame, mais il en resterait toujours 3 autres, sans compter la mienne. Or, 4 hommes dévoués autour du roi pour le garder de ses ennemis, l'entourer dans la bataille, l'aider dans le conseil, l'escorter dans sa fuite, ce serait assez, non pas pour faire le roi vainqueur, mais pour le sauver s'il était vaincu, pour l'aider à traverser la mer, et quoi qu'en dise Mazarin, une fois sur les côtes de France, votre royal époux y trouverait autant de retraite et d'asile que l'oiseau de mer en trouve dans les tempêtes. Cherchez, milord. Cherchez ces gentilshommes, et si vous les retrouvez, s'ils consentent à passer avec vous en Angleterre, je leur donnerai à chacun un duché le jour où nous remonterons sur le trône, et en outre autant d'or qu'il en faudrait pour paver le palais de Whitehall. Cherchez donc, milord, cherchez, je vous en conjure. Je chercherai bien, madame, dit de Winter, et je les trouverai sans doute. Mais le temps me manque. Votre Majesté oublie-t-elle que le roi attend sa réponse et l'attend avec angoisse? Alors, nous sommes donc perdus, s'écria la reine avec l'expansion d'un cœur brisé. En ce moment, la porte s'ouvrit. La jeune Henriette parut, et la reine, avec cette sublime force qui est l'héroïsme des mères, renfonça ses larmes au fond de son cœur en faisant signe à de Winter de changer de conversation. Mais cette réaction, si puissante qu'elle fût, n'échappa point aux yeux de la jeune princesse. Elle s'arrêta sur le seuil, poussa un soupir, et s'adressant à la reine. « Pourquoi donc pleurez-vous toujours sans moi, ma mère ?» lui dit-elle. La reine sourit, et au lieu de lui répondre, « Tenez, de Winter, » lui dit-elle, « j'ai au moins gagné une chose à n'être plus qu'à moitié reine. C'est que mes enfants m'appellent ma mère au lieu de m'appeler madame. » Puis se tournant vers sa fille, « Que voulez-vous, Henriette ?» continua-t-elle. « Ma mère, » dit la jeune princesse, « un cavalier vient d'entrer au Louvre et demande à présenter ses respects à votre majesté. Il arrive de l'armée et a, dit-il, une lettre à vous remettre de la part du maréchal de Gramont, je crois. »« Ah » dit la reine à de Winter, « c'est un de mes fidèles. Mais ne remarquez-vous pas, mon cher lord, que nous sommes si pauvrement servis, que c'est ma fille qui fait les fonctions d'introductrice ? » ?»« Madame, ayez pitié de moi, » dit de Winter, « vous me brisez l'âme. »« Et quel est ce cavalier, Henriette ?» demanda la reine. « Je l'ai vu par la fenêtre, madame. C'est un jeune homme qui paraît à peine 16 ans et qu'on nomme le vicomte de Bragelonne. » La reine fit en souriant un signe de la tête. La jeune princesse rouvrit la porte et Raoul apparut sur le seuil. Il fit 3 pas vers la reine et s'agenouilla. « Madame, dit-il, j'apporte à votre majesté une lettre de mon ami, monsieur le comte de Guiche, qui m'a dit avoir l'honneur d'être de vos serviteurs. Cette lettre contient une nouvelle importante et l'expression de ses respects. » Au nom du comte de Guiche, une rougeur se répandit sur les joues de la jeune princesse. La reine la regarda avec une certaine sévérité. « Mais vous m'aviez dit que la lettre était du maréchal de Gramont, Henriette, » dit la reine. « Je le croyais, madame, » balbutia la jeune fille. « C'est ma faute, madame, » dit Raoul. « Je me suis annoncé effectivement comme venant de la part du maréchal de Gramont. Mais blessé au bras droit, il n'a pu écrire, et c'est le comte de Guiche qui lui a servi de secrétaire. »« On s'est donc battu ?» dit la reine, faisant signe à Raoul de se relever. « Oui, madame, » dit le jeune homme, remettant la lettre à de Winter, qui s'était avancé pour la recevoir et qui la transmit à la reine. À cette nouvelle, d'une bataille livrée, la jeune princesse ouvrit la bouche pour faire une question qui l'intéressait sans doute. Mais sa bouche se referma sans avoir prononcé une parole, tandis que les roses de ses joues disparaissaient graduellement.
La reine vit tous ces mouvements, et sans doute son cœur maternel les traduisit, car, s'adressant de nouveau à Raoul, « Et il n'est rien arrivé de mal au jeune comte de Guiche ?» demanda-t-elle, « car non seulement il est de nos serviteurs, mais il vous l'a dit, monsieur, mais encore de nos amis. » « Non, madame, répondit Raoul, mais au contraire, il a gagné dans cette journée une grande gloire, et il a eu l'honneur d'être embrassé par monsieur le prince sur le champ de bataille. » La jeune princesse frappa ses mains l'une contre l'autre, mais toute honteuse de s'être laissée entraîner à une pareille démonstration de joie, elle se tourna à demi et se pencha vers un vase plein de roses comme pour en respirer l'odeur. « Voyons ce que nous dit le comte, » dit la reine. « J'ai eu l'honneur de dire à votre majesté qu'il écrivait au nom de son père. »« Oui, monsieur. » La reine décacheta la lettre et lut. « Madame et reine, ne pouvant avoir l'honneur de vous écrire moi-même pour cause d'une blessure que j'ai reçue dans la main droite, je vous fais écrire par mon fils, monsieur le comte de Guiche, que vous savez être votre serviteur à l'égal de son père, pour vous dire que nous venons de gagner la bataille de Lens, et que cette victoire ne peut manquer de donner grand pouvoir au cardinal Mazarin et à la reine sur les affaires de l'Europe. Que votre majesté, si elle veut bien en croire mon conseil, profite donc de ce moment pour insister en faveur de son auguste époux auprès du gouvernement du roi. Monsieur le vicomte de Bragelonne, qui aura l'honneur de vous remettre cette lettre, est l'ami de mon fils, auquel il a, selon toute probabilité, sauvé la vie. C'est un gentilhomme auquel votre majesté peut entièrement se confier, dans le cas où elle aurait quelque ordre verbal ou écrit à me faire parvenir. J'ai l'honneur d'être, avec respect, maréchal de Gramont. » Au moment où il avait été question du service qu'il avait rendu au comte, Raoul n'avait pu s'empêcher de tourner la tête vers la jeune princesse, et alors il avait vu passer dans ses yeux une expression de reconnaissance infinie pour Raoul. Il n'y avait plus de doute. La fille du roi Charles Ier aimait son ami. « La bataille de Lens est gagnée, » dit la reine. « Ils sont heureux ici. Ils gagnent des batailles. Oui, le maréchal de Gramont a raison. Cela va changer la face de leurs affaires. Mais j'ai bien peur qu'elle ne fasse rien aux nôtres, si toutefois elle ne leur nuit pas. Cette nouvelle est récente, monsieur, continua la reine. Je vous sais gré d'avoir mis cette diligence à me l'apporter. Sans vous, sans cette lettre, je ne l'eusse apprise que demain, après-demain peut-être, la dernière de tout Paris. »« Madame, dit Raoul, le Louvre est le second palais où cette nouvelle soit arrivée. Personne encore ne la connaît. Et j'avais juré à monsieur le comte de Guiche de remettre cette lettre à votre majesté avant même d'avoir embrassé mon tuteur. »« Votre tuteur est-il un Bragelonne comme vous ?» demanda lord de Winter. « J'ai connu autrefois un Bragelonne. Vit-il toujours ?»« Non, monsieur, il est mort, et c'est de lui que mon tuteur, dont il était parent assez proche, je crois, a hérité cette terre dont il porte le nom. »« Et votre tuteur, monsieur ?» demanda la reine, qui ne pouvait s'empêcher de prendre intérêt à ce beau jeune homme. « Comment se nomme-t-il ?»« Monsieur le comte de la Fère, madame, » répondit le jeune homme en s'inclinant. De Winter fit un mouvement de surprise. La reine le regarda en éclatant de joie. « Le comte de la Fère !» s'écria-t-elle. « N'est-ce point ce nom que vous m'avez dit ?» Quant à De Winter, il ne pouvait en croire ce qu'il avait entendu. « Monsieur le comte de la Fère !» s'écria-t-il à son tour. « Oh, monsieur, répondez-moi, je vous en supplie. Le comte de la Fère n'est-il point un seigneur que j'ai connu, beau et brave, qui fut mousquetaire de Louis XIII, et qui peut avoir maintenant 47 à 48 ans ? Oui, monsieur, c'est cela en tout point. Et qui servait sous un nom d'emprunt, sous le nom d'Athos. Dernièrement encore, j'ai entendu son ami, monsieur d'Artagnan, lui donner ce nom. C'est cela, madame, c'est cela. Dieu soit loué. Et il est à Paris ? Continua le comte en s'adressant à Raoul. Puis, revenant à la reine. Espérez encore. Espérez, lui dit-il. La Providence se déclare pour nous, puisqu'elle fait que je retrouve ce brave gentilhomme d'une façon si miraculeuse. Et où loge-t-il, monsieur, je vous prie ? Monsieur le comte de la Fère loge rue Guénégaud, hôtel du grand roi Charlemagne. Merci, monsieur. Prévenez ce digne ami afin qu'il reste chez lui.
Je vais aller l'embrasser tout à l'heure. Monsieur, j'obéis avec grand plaisir, si Sa Majesté veut me donner mon congé. Allez, monsieur le vicomte de Bragelonne, dit la reine. Allez, et soyez assurés de notre affection. Raoul s'inclina respectueusement devant les deux princesses, salua De Winter et partit. De Winter et la reine continuèrent à s'entretenir quelque temps à voix basse pour que la jeune princesse ne les entendît pas. Mais cette précaution était inutile, celle-ci s'entretenait avec ses pensées. Puis, comme De Winter allait prendre congé, « Écoutez, milord, dit la reine, j'avais conservé cette croix de diamant qui vient de ma mère et cette plaque de Saint-Michel qui vient de mon époux. Ils valent à peu près 50 000 livres. J'avais juré de mourir de faim près de ces gages précieux plutôt que de m'en défaire. Mais aujourd'hui, que ces 2 bijoux peuvent être utiles à lui ou à ses défenseurs, il faut sacrifier tout à cette espérance. Prenez-les, et s'il est besoin d'argent pour votre expédition, vendez sans crainte, milord, vendez. Mais si vous trouvez moyen de les conserver, songez, milord, que je vous tiens comme m'ayant rendu le plus grand service qu'un gentilhomme puisse rendre à une reine, et qu'au jour de ma prospérité, celui qui me rapportera cette plaque et cette croix sera béni par moi et mes enfants. Madame, dit De Winter, votre majesté sera servie par un homme dévoué. Je cours déposer en lieu sûr ces 2 objets, que je n'accepterais pas s'il nous restait les ressources de notre ancienne fortune. Mais nos biens sont confisqués, notre argent comptant est tari, et nous sommes arrivés aussi à faire ressource de tout ce que nous possédons. Dans 1 heure, je me rends chez le comte de la Fère, et demain, votre majesté aura une réponse définitive. La reine tendit la main à lord de Winter, qui la baisa respectueusement, et se tournant vers sa fille. « Milord, dit-elle, vous étiez chargé de remettre à cet enfant quelque chose de la part de son père. » De Winter demeura étonné. Il ne savait pas ce que la reine voulait dire. La jeune Henriette s'avança alors souriant et rougissant, et tendit son front au gentilhomme. « Dites à mon père que, roi ou fugitif, vainqueur ou vaincu, puissant ou pauvre, dit la jeune princesse, il a en moi la fille la plus soumise et la plus affectionnée. « Je le sais, madame, répondit De Winter en touchant de ses lèvres le front d'Henriette. Puis il partit, traversant sans être reconduit ces grands appartements déserts et obscurs, essuyant les larmes que, tout blasé qu'il était par 50 années de vie de cour, il ne pouvait s'empêcher de verser à la vue de cette royale infortune, si digne et si profonde à la fois.